Bonjour Joëlle. Bonjour Hélène. Alors je suis très contente de te recevoir dans le podcast. Ensemble, on va parler de la céramique sous peut-être un angle que peu de personnes ont l'habitude d'explorer, parce qu'on va parler un petit peu de choses que le grand public peut-être voit de loin, ou qu'on a l'impression que c'est réservé à des gens très particuliers, tu vois, les chimistes, ou des gens qui savent peut-être lire des choses qui dépassent peut-être beaucoup de personnes dans le grand public. Et pour autant, c'est complètement ancré dans ce savoir-faire qui est vernaculaire de la céramique, parce qu'il a un impact sur nous, et puis on est de plus en plus nombreux aujourd'hui à faire de la céramique aussi en loisir créatif. Donc ce que tu vas nous dire et ce que j'ai envie aujourd'hui qu'on partage autour de cet art concerne tout le monde, quelque part, en tout cas qu'on soit simple admirateur de cet art, et ce qui est mon cas, ou alors qu'on fasse de la céramique en tant que loisir, ou alors encore qu'on soit céramiste, et on sait aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent cette discipline. Et toi, tu as exploré, alors tu vas nous raconter un petit peu tout ça, mais ce que je peux dire en introduction, c'est que tu es professeur aujourd'hui, donc de chimie des émaux. Tu vas nous raconter un petit peu ce que c'est à l'école Lacandre à Bruxelles. Donc c'est vraiment le top du top. Pour ceux qui, moi je connaissais pas, donc si voilà, mais en gros c'est le top du top de l'école de céramique. Et quand on sort de cette école-là, on a un master en céramique, c'est ça, et on peut ensuite enseigner la céramique en école, et notamment dans les écoles d'art appliqué. Alors je dirais c'est le top du top en Belgique. Il y a quand même d'autres écoles où on peut également se former à un très bon niveau en céramique. Et j'y enseigne, le titre officiel, c'est que je suis professeur de technologie de la céramique. Oui. Alors moi je l'ai rebaptisé en chimie des émaux, parce que c'est simplement plus accessible, ça rend les choses un petit peu plus compréhensibles pour le grand public, mais ça englobe bien évidemment aussi la formation des argiles ou la compréhension des cuissons et beaucoup d'autres choses encore. Ouais, passionnante qu'on va expliquer ici. Et l'idée, c'est pas de faire un épisode technique, je précise du coup au début, parce que donc moi je suis pas spécialiste du tout de la céramique, et on va pas, c'est vraiment peut-être aborder avec toi des endroits de la céramique qu'on connaît moins et qui pour autant ont des impacts, surtout aujourd'hui où on se pose la question de nos ressources, avec quoi on fait les choses, leur impact sur l'environnement, leur impact sur notre santé. Et toi, depuis toutes ces années, tu as découvert beaucoup de choses que tu partages aujourd'hui, et tu essaies de sensibiliser sur peut-être des choses où on devrait peut-être prêter un peu plus attention, et au contraire, tu mets la lumière aussi sur tout le champ des possibles vers autre chose, et ça va très loin, et enfin voilà. Donc c'est un épisode qui va être passionnant, mais n'ayez pas peur quand on parle là de chimie. On va pas être en train de traduire des équations ou des formules, loin de là. Est-ce que, Joëlle, pour peut-être commencer cet épisode, tu peux nous dire un peu d'où tu nous parles, tu vois, avec quelles lunettes en fait tu regardes aussi un peu ce monde de la céramique? J'ai dès le début adopté une vision assez holistique de la céramique, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est non seulement bien sûr de faire de la céramique, mais de comprendre d'où proviennent mes matières premières, comment elles sont produites, par qui, quel trajet elles parcourent pour parvenir jusqu'à moi. Qu'est-ce que c'est qu'une matière première naturelle? Quand on parle d'oxyde naturel, qu'est-ce que ça recouvre en réalité? Je me suis rapidement rendu compte que la santé, on n'en parlait pas suffisamment, je trouve, dans les ateliers céramiques de façon générale. Et donc, je me suis attelée à faire connaître les mesures de protection élémentaires. Ensuite, il y a tout un univers aussi qui était peu exploré, qui est les émanations de cuisson. Donc, nous faisons des cuissons à très haute température. C'est la température de volcan, en fait. On ne se rend pas compte. Oui, c'est de la température de volcan, tout à fait. Ce sont des températures extrêmement élevées auxquelles on cuit. Pour les atteindre, il faut des fours céramiques. Ce n'est pas pour rien que les fours s'abîment au fur et à mesure des cuissons, parce qu'ils subissent eux aussi ces températures très élevées. Et donc là, imaginez une industrie céramique. Imaginez la taille des cheminées de cette industrie. Elles envoyaient les gaz de cuisson haut dans l'atmosphère. Donc, grosse interrogation quand je vois des fours qui sont installés dans des pièces closes avec une ventilation souvent insuffisante. Et en plus de ça, parfois des personnes qui utilisent les fours comme moyen de chauffage. Ça, c'est vraiment une
grosse source aussi pour moi d'interrogation. Et puis, bien sûr, une interrogation quant à la création de surfaces destinées à un usage alimentaire. D'accord. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, et aussi peut-être pour recontextualiser, comment est-ce que toi tu te mets au contact de tout ça, c'est qu'en fait, tu découvres la céramique, on va dire, après une première vie professionnelle. Donc là, c'est un peu une révélation pour toi. Et c'est en te mettant à son contact, en pratiquant et en voyageant aussi beaucoup, parce que je crois que le voyage a fait partie de la façon dont aujourd'hui tu vis la céramique de manière peut-être plus holistique, comme tu le disais. Tu as pu regarder ce qui se faisait ailleurs, tu as pu, quand tu revenais, peut-être voir des différences. Tu as aussi la chance d'avoir ton mari qui est chimiste, c'est ça, et donc du coup, des éclairages, parce que franchement, c'est pour le grand public un grand charabia. Enfin voilà, en toute honnêteté, peut-être aussi. C'est aussi la toute simple explication de pourquoi on a jusqu'à présent pas su peut-être faire autrement, ou parce que tout simplement on n'avait pas conscience en fait qu'il y avait des choses qui allaient pas. Et donc toi, au contact de toutes ces personnes qui t'entouraient, tu as pu agréger et reconstituer un peu un espèce de puzzle en du coup te disant ah oui, ça c'est les nouvelles lunettes avec lesquelles je vois les choses, et peut-être que je vais partager ce que je vois, parce qu'en fait sûrement que des personnes pratiquent la céramique d'une certaine manière en ignorant totalement qu'on pourrait la pratiquer d'une autre manière qui elle serait, alors tu vois, tu le dis bien, tu dis en fait la céramique n'est pas green, enfin écolo, ça marche, enfin c'est par essence en fait la céramique n'est pas verte, c'est ce que tu dis. En revanche, elle peut être un peu plus respectueuse, responsable, comment on pourrait, je sais, vertueuse, enfin non pas vertueuse parce que éco-responsable peut-être. Éco-responsable, ouais, peut-être. C'est vrai que je me suis très tôt intéressée j'ai eu cette curiosité, cette avidité de comprendre d'abord comment on fabriquait les émaux. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a très rapidement dit « Mais tu sais, là, ce que tu manipules dans l'industrie, c'est contrôlé, ça doit être sous clé, accessible à un personnel formé qui porte les équipements de protection individuelle adéquats, c'est-à-dire à minima un masque et des gants. Et là, c'est en vente libre. En fait, mon mari chimiste ignorait que ce que j'avais ramené à la maison était en vente libre. Il en était mais stupéfait. Donc j'ai eu la chance d'être avertie dès mes débuts. Et puis bon, je me suis interrogée quand même sur l'odeur des émanations de mon four électrique. Et là, très rapidement, on a calfeutré les portes, etc. Et puis on s'est rendu compte que c'était loin d'être suffisant et qu'un four n'a rien à faire en fait dans une habitation. Donc tout ce que tu découvres là, est-ce que donc avant qu'on rentre dans ce détail de quelles sont les choses à éviter, ou en tout cas les choses sur lesquelles on peut prendre des précautions, moi j'ai découvert ton travail et après toute ta démarche quand je me documentais sur les terres, et donc j'ai vu du coup aussi une vidéo que tu as partagée sur YouTube et dans laquelle, et ça m'a vachement marqué, tu retraces un petit peu une approche historique de pourquoi on en est arrivé aujourd'hui là, pour qu'on comprenne en fait que ça s'est imposé silencieusement un petit peu au gré des pratiques et puis des choses qui sont venues comme ça, et puis hop, on n'a pas trop questionné, et puis on a commencé à faire comme ça. La démarche historique, elle naît, je dirais, au début du XXe siècle, quand il y a tout un mouvement au Japon qui naît, qui est le Mingei, qui va promouvoir un renouveau de techniques qui étaient accaparées finalement par les manufactures et l'industrie. Parmi ces techniques, il y avait la céramique. Ce mouvement Mingei est devenu le mouvement Arts and Crafts en Angleterre. Et puis, il y a un certain nombre de personnes qui, je dirais au milieu du XXe siècle, se sont mis à vouloir pratiquer la céramique tout seuls. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là ? Eh bien, ils construisaient un four qui était un four à bois. Ils travaillaient à haute température et ils travaillaient avec des ressources relativement locales en général. Et c'était des gens qui pratiquaient beaucoup aussi ce qu'on appelle la cueillette des minéraux. Et petit à petit, dans les années 80, il y a un certain nombre de personnes qui se sont mis à pratiquer la céramique. Et à cette époque-là, c'était considéré comme un truc un peu bizarre quand même, voilà. Mais c'était notamment à l'initiative de personnes comme Jean et Jacqueline Lerat en France. Et puis, dans les années 90 encore, il y a encore des usines qui ont fermé et on travaillait encore tout à fait à l'ancienne, sans protection, sans rien du tout. Donc,
Est advenu le scandale de l'amiante, qui fait qu'on a commencé à s'interroger un petit peu sur la santé des personnes en milieu industriel, et encore c'était relativement peu appliqué. Est advenu aussi le premier choc pétrolier, où on a commencé à s'interroger sur l'énergie, mais pas pour des raisons environnementales, pour des raisons simplement de coût de l'énergie. Et puis, je pense à ce que moi j'aime bien dans ta démarche, c'est que c'est à la fois quelque chose où tu as été au contact de la source quelque part, donc en Corée, etc., auprès de maîtres d'art. Et puis un côté très pragmatique avec ton mari qui t'expliquait, toi qui découvrais, parce que tu as dû apprendre à décrypter les étiquettes pour vraiment te rendre compte, et puis parce que c'était un langage qui n'est pas accessible en fait. Mais c'est ça qui est le challenge qui est super chouette pour moi, c'est vraiment de transmettre dans un langage intelligible et compréhensible des notions qui sont de la chimie. Alors la chimie, on peut la présenter de façon très compliquée, de telle sorte qu'on se sente quelqu'un de très important parce que les autres ne comprennent rien du tout. C'est pas du tout mon approche. Moi, j'ai envie d'expliquer la chimie plutôt avec des petites histoires, avec des petits dessins, avec des petits schémas et des explications qui sont données dans un langage de la vie de tous les jours. Et c'est tout à fait faisable, tout en expliquant quelque chose qui est correct. Et c'est là le défi, je trouve, quand on enseigne, c'est de rendre la science accessible et de donner l'envie de comprendre davantage. Parce que toi, tu penses que, et moi je le pense aussi, mais qu'il y a des savoirs un peu libérateurs. C'est-à-dire que peut-être qu'un céramiste pourrait être totalement libre dans sa pratique en ayant conscience des dangers, ou en tout cas de ce qui pourrait peut-être mettre sa santé en danger ou l'exposer à des choses qui ne sont pas forcément les plus vertueuses et les meilleures pour lui, et ben ça va lui donner une capacité et une liberté pour, dans d'autres contraintes, s'exprimer et se trouver. L'objectif n'est certainement pas de faire peur. L'objectif est d'inciter à se former, à comprendre ce qu'on manipule. Parce qu'une fois qu'on connaît, on peut faire des choix. Et les choix sont conscients. Et une fois qu'on a fait les choix, la liberté créatrice ou créative, elle est juste énorme. Oui. C'est un champ infini, quoi. Voilà, le champ, il est de toute façon infini. Alors, à un moment donné, et la vie n'est pas suffisamment longue pour pouvoir tout explorer. Donc, à un moment donné, je peux faire le choix aussi, éventuellement, de manipuler certaines manières dont je sais pertinemment le danger éventuellement pour ma santé. À ce moment-là, je me protège. Voilà, c'est tout. Alors comment, tu peux nous donner des petits exemples qu'on peut avoir en tête pour justement s'autonomiser, qu'on pratique la céramique comme ça pour un loisir, ou alors qu'on soit artiste ou vraiment céramiste aujourd'hui? Alors je suis persuadée que pour s'autonomiser, il faut se former. C'est malheureusement pas aussi simple que la pâtisserie. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire suivez une recette ainsi, et ça va marcher. C'est beaucoup plus complexe, mais c'est ça qui en fait tout l'intérêt aussi. Donc, se former. Et on est quand même assez nombreux à proposer des formations, donc que ce soit en présence, à distance, il n'y a vraiment que l'embarras du choix. Alors, toi, tu parles là de formation, mais il y a beaucoup de céramistes qui donnent des formations ou des cours de céramique. Moi, j'ai pu assister à certains cours, mais il n'y a pas du tout ces notions-là qui sont abordées. Tu vois. La profession de céramiste n'est pas une profession qui est protégée ou réglementée. Donc, on peut s'installer comme céramiste après avoir suivi 2 stages en n'y connaissant pas grand-chose. Et là, c'est vrai que c'est un vrai problème, je dirais. Donc, c'est important de choisir auprès de qui on se forme, effectivement. Et alors, du coup, peut-être, tu peux partager avec nous des pratiques à éviter, ou en tout cas des choses que toi, tu as pu déceler au fur et à mesure de tes découvertes et au fur et à mesure que ta curiosité s'épandait sur ce domaine-là, avec des règles enfin, pas des règles, parce que c'est pas des règles, mais en tout cas des incitations ou des points d'attention où tu mets en lumière des choses. Alors, parmi les points d'attention qu'il faut déjà avoir dans un atelier céramique, c'est une grande attention à la poussière. Les poussières, ce sont pour beaucoup des poussières de silice qui sont extrêmement fines. L'inhalation répétée de ces poussières finit à terme par provoquer la silicose. Donc, la difficulté de la prévention en céramique consiste dans le fait qu'on a très peu
de problèmes de toxicité aiguë. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous respirez une fois un produit ou que vous touchez une fois un produit que vous allez mourir. C'est chaque fois les expositions répétées qui posent des problèmes. D'accord. Et nous n'avons pas non plus tous la même sensibilité à ces expositions répétées. Donc là où certains ne vont jamais développer de maladie, d'autres vont en développer une très rapidement. C'est comme fumer. Exactement. Voilà. Et c'est là que la prévention, que le message de la prévention est parfois compliqué à faire passer. Mais je le compare au message que l'on fait passer dans l'alimentation. Donc dans l'alimentation, on sait maintenant quand même qu'il y a pas mal d'additifs, etc., dont il vaut mieux se méfier. Les gens sont de plus en plus attentifs. Mais ce qui me fait un petit peu bondir, c'est quand j'apprends que des personnes font très attention à leur alimentation et après manipulent des produits franchement dangereux à main nue et sans masque. Ça, c'est un non-sens. Ouais. Donc, faire attention, porter un masque, des gants. Tu peux peut-être nous parler aussi des fours. Donc, parce que, en fait, il y a aussi quelque chose de très pratico-pratique. C'est que là, aujourd'hui, on enregistre, on est à Paris. Il y a beaucoup de gens qui habitent en ville. Des ateliers de céramique qui se montent dans des villes où on n'a pas forcément énormément de place. Et donc, toi, ta recommandation, c'est d'éviter de mettre un four dans l'atelier, c'est ça ? Ou au même endroit, enfin, quelles sont les précautions, le top du top, et en tout cas après, ce qu'on peut éviter quand on a ces contraintes-là de ne pas avoir de place pour le mettre ailleurs. Alors le top du top, c'est d'avoir un local dédié et suffisamment aéré. Quand ce n'est vraiment pas possible, il y a tout de même souvent moyen d'installer des systèmes d'extraction de fumée. Alors là, il y en a de différents types. Là, dans un podcast, c'est difficile de montrer des images, évidemment. Mais j'ai énormément de personnes qui ont déjà fait l'effort d'installer ces systèmes d'extraction. Et ça change la vie, bien sûr. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe précisément pendant cette cuisson, tu vois ? Pourquoi c'est si toxique ? Alors, pourquoi c'est si toxique ? Il y a des matières premières qui ne sont absolument pas dangereuses, qui sont inoffensives à l'état cru, mais qui, lors d'une combustion, vont dégager des acides forts. En plus de ça, ces acides vont se mélanger et faire un cocktail de fumée, si vous voulez, quand ça sort de votre four. Et ils vont se condenser sur les surfaces froides. Ils vont ronger, par exemple, tous les métaux qui sont présents aux abords des fours. Ils vont ronger le verre des vitres. Et ils peuvent évidemment faire des dégâts sur nos petits organismes humains fragiles. Donc, c'est dommage de respirer cela, alors qu'en général, on fait de la céramique pour se faire du bien. Si en se faisant du bien psychiquement, on se détruit la santé, je trouve ça vraiment dommage. Donc effectivement, ces dispositifs d'extraction sont pas très, très compliqués à installer, pas nécessairement coûteux. Ça peut poser parfois des problèmes dans des bâtiments classés parce qu'on ne peut pas toujours faire des ouvertures. Donc là, il faut négocier un peu avec des vasistas et autres. Mais il y a franchement moyen de réduire fortement le risque en installant ce genre de dispositif. Et là, je pense, est-ce que, tu vois, ça existe, ça existerait, je sais pas, mais de se dire peut-être qu'il y a beaucoup de céramistes aussi qui sont confrontés à ça. Et donc, il y a peut-être des idées qui pourraient émerger du style créer un collectif à plusieurs, acheter un four ou des fours, je sais pas, à plusieurs, et louer un local où personne ne va. Mais du coup pas un local à côté d'un restaurant, parce que tu vois, c'est aussi le truc, c'est que ce local, quand bien même où il soit, si on est dedans, enfin tu vois, si on travaille en tant que céramiste dedans ou pas, il faut de toute façon l'équiper comme tu dis. Mais peut-être que c'est des investissements qui peuvent être faits à plusieurs, où il y a aussi une logique de coopération qui peut émerger de ces contraintes. Ça, c'est à chacun de voir. Moi, je ne suis pas prescripteur et on peut parfaitement avoir un atelier en ville qui est tout à fait vertueux, pour réutiliser le terme que tu avais employé tout à l'heure. Là, j'ai eu des personnes en cours qui ont notamment une petite manufacture à la fois sur Paris et sur Marseille, et où ces extractions sont tout à fait organisées. Une fois que c'est dans l'atmosphère, il n'y a plus de danger. Je veux dire, c'est tellement dilué qu'il n'y a vraiment pas de danger. Même si on est en ville, évidemment, il faut s'arranger pour que ça n'arrive pas
dans la chambre à coucher qui se trouverait au-dessus. Oui, hein. c'était ça que du je bon voulais dire. sens. Ouais, non, mais c'était juste voilà, partager un peu une idée parce que on peut se dire c'est un investissement quand même. C'est vrai, mais j'ai encore eu pas plus tard qu'il y a 4 ou 5 jours une personne que j'aimerais beaucoup rencontrer physiquement aussi, qui s'appelle Clara Giorello. Certains d'entre vous connaissent peut-être. Elle vit au Brésil. Elle a installé un petit four sur la terrasse de son appartement. C'est une céramiste connue. Qui pour ses recherches des mots notamment, et elle a un travail remarquable. Elle a installé son petit four sur la terrasse dans une boîte en plexiglas qu'elle a fait elle-même. Cette boîte est aérée, donc ce four ne risque pas de souffrir d'une forme de condensation. Et évidemment, elle ouvre la boîte, elle la démonte quand elle fait des cuissons en s'en servant même comme parevent. Donc voilà, il y a moyen, même dans des espaces réduits. Alors évidemment, c'est pas un four de grande taille qu'elle a mis là, mais j'ai reposté la photo de cette installation-là sur ma page Facebook. Ah, ouais, du coup, on a regardé. Parce que, voilà. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, on se dit que avec naïveté que finalement quand je sais pas comment te dire, mais quand on est grand public, on sait même pas que ça existe en fait, tu vois. Donc là aujourd'hui quand on t'entend et qu'on découvre tout ça, on se dit mais attends, pourquoi personne ne le dit? Mais aussi personne ne le dit parce qu'en fait c'est hyper compliqué de faire ce travail de recherche, vulgarisation, compréhension même de tout ce qui se passe. C'est soit chacun le fait un peu de son côté, mais c'est absolument pas accessible à tout le monde, soit on a conscience qu'il nous manque quelque chose peut-être et on se forme. Et donc là, c'est aussi une autre démarche. Tout à l'heure, tu parlais du coup de ces surfaces alimentaires. Quel est l'enjeu là-dessus? Parce que pour les néophytes comme moi. Alors, des surfaces alimentaires, c'est quoi? Ce sont des surfaces qui vont devoir répondre à beaucoup plus de critères que ceux de ma grand-mère. Je dirais que ma grand-mère n'avait pas de lave-vaisselle déjà. Donc, ça doit pouvoir résister au passage quotidien au lave-vaisselle, c'est-à-dire à une agression chimique répétée par de la soude à haute température. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que c'est. C'est compliqué quand on n'est pas chimiste, hein, mais c'est très très agressif la soude à haute température. Et donc, oui, cela peut finalement, à la longue, détruire la pellicule supérieure de verre qui forme en fait nos glaçures ou nos émaux. Et donc, donner accès aux couches inférieures. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais pour le savoir, il faudrait chaque fois faire une analyse de laboratoire. Ah oui. Et donc ça, on n'en a pas la possibilité parce que le coût serait exorbitant. Donc pour moi, une surface alimentaire est une surface qui non seulement ne va pas relarguer de plomb et de cadmium, ça, la législation le demande déjà, et va diminuer les quantités de relargage autorisées suite aux études les plus récentes. Mais la législation va également ajouter tout un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas surveillés jusqu'à présent et qui vont le devenir. Ce qui est problématique, je le reconnais, pour un certain nombre de céramistes parce que cette législation vise l'ensemble des surfaces qui sont en contact avec des aliments, aussi bien du plastique que des barquettes en aluminium, que, je ne sais pas, tout ce qui peut être en contact avec des aliments. Donc, il y a une responsabilité quand on crée des surfaces à usage alimentaire à ce que ça ne relargue pas de métaux lourds, mais pour moi aussi à ce que ça résiste justement à des attaques répétées à la soude, à ce que ça résiste au frigo ou au four et ainsi de suite, et à ce que ce soit suffisamment solide, que ça ne raye pas au couteau, à ce que ce soit vraiment inerte. Pour moi, l'inertie est le Graal. Et alors du coup, dans cette quête-là, il y a des émaux qui sont, ou des métaux qui sont à privilégier, Il y a des combinaisons qui sont à plus haut risque et c'est ce qu'on est en train d'étudier aussi, mais on dispose de relativement peu d'études sur la question. On sait par exemple que lorsqu'on met du cuivre, de l'oxyde de cuivre dans un émail, au-delà de 4% d'oxyde de cuivre, il va relarguer assez massivement. Et curieusement, en dessous, c'est assez infime. Le problème, c'est qu'il va entraîner avec lui aussi d'autres oxydes qui vont relarguer. En fait, le cuivre déstabilise l'émail. Ah, d'accord. Alors, s'il est présent tout seul, ce fameux cuivre, et qu'il relargue un tout petit peu, c'est pas très gênant parce que du cuivre, on en a à l'état d'oligo-élément dans notre organisme. Donc, ma foi, pas grave, on s'en fiche.
Mais par contre, si on veut obtenir un magnifique bleu canard en associant du cobalt et du cuivre, il se peut très bien que dans un émail où vous mettez un tout petit peu de cobalt, votre cobalt ne relarguera pas. Vous mettez un petit peu de cuivre et le cuivre ne relarguera pas ou très peu. Vous associez les deux et le cobalt peut relarguer massivement parce que le cuivre aura déstructuré l'émail. Et là, on est dans de la chimie des hautes températures qui est peu connue. Et mon mari chimiste a l'intention l'année prochaine de s'inscrire à un cours sur la chimie des matériaux à haute température à l'université de Leuven pour suivre un cours avec une amie qui le suit déjà et justement essayer d'en savoir plus sur ces réactions à composantes multiples. Ok, donc c'est en cours tout de suite maintenant. C'est en cours. C'est tous les jours que. Et tout ce qu'on découvre, on le partage en disant bien que nous non plus, on ne connaît pas tout. Mais c'est aussi, si tu veux, il y a toujours un. Enfin, là, on n'est pas en train de dire que il faut arrêter de quoi que ce soit, tu vois. C'est plutôt au contraire essayer de comprendre un petit peu ce qui est à l'œuvre et que vous, des gens comme vous, passionnés, qui explorez tout ça avec beaucoup mais aussi de rigueur, parce qu'en fait, c'est un travail de fourmi et en même temps, c'est colossal, en fait, j'imagine, parce que le champ des possibles en céramique, il est énorme. Et combien aujourd'hui il y a des mots possibles, de métaux possibles qui sont utilisés je sais même pas si c'est énorme, c'est énorme. En fait, quand j'ai commencé la céramique dans les années 90, il y avait relativement peu de matières premières qui étaient disponibles. Aujourd'hui, quand on va chez un fournisseur, on peut y entrer comme dans un magasin de jouets et acheter un petit peu de tout avec des roches qui viennent, des poudres de roches en fait, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et là est quelque part un danger parce que on peut aussi créer des émaux avec relativement peu de matières premières et les possibilités sont tellement énormes qu'on a de quoi chercher pendant une vie entière. Alors je dirais que si on ne connaît pas bien toute cette chimie, on a aussi un outil formidable qui s'appelle le GBS, le gros bon sens. Et le gros bon sens, il me dit que si je compose des émaux qui sont équilibrés, pour le coup, il faut quand même que je connaisse un tout petit peu de chimie, mais que je n'utilise que des matières premières locales, extraites de carrière, qui ne contiennent pas ou très peu de ce fameux fluor, par exemple, parce que j'ai appris à lire des fiches techniques, et que je reste avec des doses de colorants ou de pigments extrêmement faibles, le risque est quand même faible qu'il y ait quoi que ce soit qui relargue, surtout si je travaille à haute température. Le problème est plus délicat pour la basse température. Ouais, on doit documenter tout ça, on doit savoir aussi. Absolument, ouais. Il faut savoir. Et est-ce que tu penses que faire du coup peut-être donc plus localement avec en faisant attention justement avec un peu sur notre boussole ces caps de bon sens que tu partages ici, on pourrait arriver à d'autres esthétiques parce que ça a un impact après aussi sur donc les couleurs en fait, les textures. C'est peut-être aussi, ça va être l'occasion de voir des nouvelles choses à devenir, non? Je sais pas. J'interroge alors deux grandes façons de pratiquer la céramie. Il y en a une qui est en mode que je dirais un petit peu consommateur, c'est-à-dire que j'ai des personnes, et je le dis gentiment, vraiment, mais il y a des personnes qui vont venir en disant voilà, j'ai vu ça sur Pinterest ou sur Facebook et je voudrais faire la même chose. Bon, ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, qui est celle que je privilégie et que j'enseigne à mes étudiants en leur enseignant notamment des méthodes de recherche, c'est de créer effectivement leur propre matière et de faire leur propre choix, bien sûr, avec l'idée sous-jacente que eux deviennent prescripteurs quelque part, plutôt que de subir la mode. Être quelqu'un qui est capable d'expliquer pourquoi, par exemple, son choix serait de faire, mettons, 100 nuances de blanc, et en expliquant le bien fondé au restaurateur auquel il va vendre ses assiettes. Et donc... je fais la parenthèse, on parlait de ça tout à l'heure en rigolant, parce qu'il y avait eu un peu une mode de la vaisselle un peu comme ça, en céramique, mais noire, mat. Et que les céramiques disaient oui, mais les gens veulent ça. Et peut-être que du coup, en ayant un discours qui serait un peu tout autre, d'expliquer les... Alors, je sais pas, je te laisse peut-être terminer cette histoire, mais... Oui, mais donc d'expliquer effectivement pourquoi on fait ces choix-là, d'expliquer pourquoi là on ne prend
aucun risque d'expliquer qu'une feuille de salade peut être très jolie sur un fond blanc plutôt que sur un fond noir. Et je pense que quand on explique effectivement nos choix, et cela peut faire une forme de cascade vertueuse. Tout à fait. Oui, parce que parfois on a ce désir mimétique en fait parce qu'on a vu dans tel endroit dans le monde, dans un restaurant, et donc inconscient, mais c'est parfois tout à fait inconscient. Il y a plein de chercheurs qui le prouvent, hein. C'est pas nous qui avons pas d'idées, c'est juste que c'est notre cerveau qui fonctionne un peu comme ça, qui peut nous jouer des tours. Mais quand là, ce que tu nous expliques finalement, c'est que de ces contraintes vont naître d'autres possibles, d'autres rendus esthétiques aussi, parce que c'est aussi ça qui moi m'intéresse avec cette question aussi de l'émerveillement. Est-ce qu'on va avoir que des trucs en céramique tout plat, fade, pas avec un effet vibrant ou voilà. Et en fait, ce que toi tu vois depuis toutes ces années où tu pratiques autrement la céramique, c'est que pas du tout. J'observe qu'il y a un champ de recherche extraordinaire, et notamment avec mes étudiants de la Cambre. Ils doivent réaliser des recherches technologiques après avoir suivi mon cours l'année qui suit, et encore liées à leur travail de recherche formel également. Et on a des résultats extraordinaires, avec des gens qui cherchent aussi, je pense à un étudiant qui a essayé d'utiliser des cendres de plantes qui poussaient sur des sites où on avait enfoui des métaux lourds, en se disant, au fond, ces plantes ont dû absorber des métaux lourds, donc plutôt que d'acheter des oxydes, etc., moi je vais utiliser des cendres de ces plantes, sachant qu'évidemment, il y avait des métaux lourds dedans, mais pour obtenir la couleur de cette façon-là, pourquoi pas? Donc évidemment, là, il n'était peut-être pas sur des surfaces alimentaires, il était aussi... Mais je veux dire, on ne parle pas uniquement de céramique alimentaire ici, on parle vraiment de tous les champs de la création possible. Et effectivement, le champ est juste énorme. Et la créativité, elle est parfois encore titillée, multipliée, dédoublée quand il y a des contraintes. Ah bah, ça, c'est l'histoire de la créativité, j'ai l'impression. Voilà. C'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, on vit un moment formidable quelque part, parce que sous des contraintes qu'on n'a pas choisies, peut-être, effectivement, mais on est appelé à s'adapter, et tous les domaines, de la plus grande échelle à la plus petite, sont appelés à faire un peu cette bifurcation-là. Et qu'est-ce qui, à mon avis, est comment saisir de ce truc-là par le haut et par un émerveillement, en gardant évidemment notre joie de vivre et le positif de tout ça, c'est la créativité. Enfin, voilà, j'en suis convaincue. C'est pour ça qu'en fait, je me suis dit ça m'intéressait beaucoup que tu viennes témoigner, parce que il y a un côté quand même où c'est très technique. Enfin, tout ce que tu fais, c'est pas accessible à tout le monde, mais ça a un impact direct sur notre vie et sur ce qui est possible de faire, parce que en tant que consommateur et en tant que céramiste, on a aussi parfois notre patte, nos envies de création, et savoir qu'en fait on va pas du tout être brimé, parce qu'il y a beaucoup de gens quand on commence à dire qui soit rentrent dans la peur du changement ou soit veulent pas embrasser une forme de complexité et d'apprendre, tu vois, justement. Et en fait, toi, ce que tu dis, c'est que c'est pas si complexe, enfin c'est complexe, mais voilà, quand on est au contact de personnes qui peuvent vulgariser, alors j'aime pas ce mot, mais traduire peut-être, c'est mieux, c'est pas si complexe que ça en fait. C'est surtout donner les clés. Donner les clés de la compréhension, et à partir du moment où on a les clés, on est libre de créer. De la même manière, je pense qu'il faut un contrôle suffisant pour pouvoir ensuite avoir un lâcher-prise et être libre de créer. Mais c'est vrai que dans ce domaine très particulier et très pointu finalement de la chimie des émaux, si on fait des surfaces alimentaires, il ne faut pas faire n'importe quoi. Après, vous savez, si vous faites de la sculpture ou que vous faites des objets décoratifs, faites ce que vous voulez, hein. Oui, sous réserve, comme tu disais, de peut-être porter un masque quand c'est nécessaire. Ah bien sûr, pas peut-être de porter un masque, de certainement porter un masque et des gants. Et après, ce que tu me disais aussi, c'est qu'il y avait, alors moi je connaissais pas trop, tu vois, cette différence entre l'extraction de carrière et l'extraction minière. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus, parce que moi je me disais, il y en a une qui est avec ciel ouvert, l'autre qui est dessous. Enfin, tu vois, je j'avais pas trop de
Et finalement, c'est important de comprendre. Mais tout ce que nous utilisons en céramique provient finalement de la croûte terrestre. Alors la croûte terrestre, elle a été formée par l'histoire géologique et c'est ça qui explique qu'on n'a pas les mêmes roches, les mêmes minerais qui se trouvent disséminés partout de la même façon sur le globe terrestre. Alors ce que l'on va extraire de carrières, et les carrières peuvent être aussi bien à ciel ouvert que souterraines. En gros, ce qu'on va extraire de carrières, c'est ce qui est utilisé pour la construction et le bâtiment. D'accord. Et ce que l'on va extraire de mines. C'est des pierres, mais ça va être de la chaux, donc qu'on appelle également craie, qu'on appelle également carbonate de calcium, parce qu'il y a aussi plein de synonymes qu'il faut connaître. En fonction de si on est dans la construction, ou si on est chimiste, ou si on est géologue. Ou si on est géologue, ça s'appelle aussi blanc d'Espagne, voilà. Donc on va extraire du talc, on va extraire du gypse. Okay. Les mines, dans les mines, qu'est-ce qu'on extrait? On va extraire des minerais qui peuvent être des combustibles, comme du charbon, ce qui peuvent être des substances radioactives. On parle d'une mine d'uranium, on parle d'une mine d'or. Vous voyez la différence? Et la mine peut aussi être à l'air libre ou souterraine. Et ce qui va différencier, donc, c'est la nature du minerai et ensuite la réglementation qui va s'appliquer pour la réhabilitation des sites en fin d'exploitation. Alors là, pour le coup, la réhabilitation des sites, elle va grandement varier selon la région du monde dans laquelle on habite. Et en quoi c'est important, du coup, quand on est céramiste, de pouvoir décrypter ça? Alors, pouvoir décrypter ça, c'est que tout ce qui est extrait comme oxyde, colorants et certains opacifiants aussi, ils sont en fait dans une gangue de roches quand on les extrait. Prenons par exemple du nickel, il est extrait dans une roche qui contient du nickel, mais parfois seulement 1,3% de nickel dans la roche. Donc il faut pouvoir extraire le nickel de la roche, le concentrer et le purifier. Et ça se fait dans une industrie qui est l'industrie chimique lourde. Et donc, on a parfois le sentiment qu'on fait quelque chose de très naturel quand on fait de la céramique et en fait, on est le client de l'industrie chimique lourde. De la même manière que quand on travaille avec des pigments, ce sont aussi des produits qui ont déjà été manufacturés. Et derrière le petit sachet de poudre noire ou mauve là, que je vais acheter chez mon fournisseur, quel est le chemin qui a été parcouru pour que ça arrive entre mes mains ? Qui a travaillé pour cela? C'est vraiment des questions que je me suis posées relativement tôt. Alors, je ne décris pas pour autant l'industrie chimique. Attention, parce que c'est grâce à elle aussi qu'on a un confort de vie tel que l'humanité ne l'a jamais connu, qu'on a des médicaments, qu'on a des voitures, qu'on a énormément de choses, qu'on a des téléphones portables. J'ai aussi des métaux lourds dans mon téléphone portable. Maintenant, c'est une question très, très, très complexe. Et nous vivons dans un monde complexe. Mais donc, je pense que quand on fait de la céramique et qu'on utilise ces matières-là, on ne peut pas se voiler la face. Et donc, on peut aussi, si on connaît, faire des choix, de se dire, je préfère travailler avec des matières premières peut-être plus locales, à minima peut-être européennes, pas acheter de la pâte de porcelaine qui vient d'Australie en bateau. Donc, c'est aussi des questions. Oui, tout à fait. Et est-ce que, tu vois, pour discuter avec certains céramistes, parfois, il y avait ce truc de la monocuisson qui arrivait. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus pour qu'on comprenne un petit peu les enjeux qui l'entourent ? Alors, la monocuisson, c'est super intéressant au plan de l'économie d'énergie et de l'économie de main-d'œuvre. Quand j'étais en Chine notamment et au Japon également, j'ai pu visiter beaucoup d'usines et de manufactures, céramiques bien sûr, où on pratique la monocuisson. Alors, il faut savoir qu'ils travaillent avec une pâte qui ne peut... Chaque usine, je veux dire, travaille avec une seule pâte qui doit être vraiment super calibrée, super constante pour qu'il n'y ait pas de modification dans son comportement au feu. Et les émaux couvertes sont mis au point par des ingénieurs qui ne travaillent que là-dessus. Et là aussi, ça doit être une constante. Et ils travaillent en général avec un seul émail couverte, voire deux, couverte, glaçure, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'en Belgique, on a le terme... émail, parce que c'est comme les Anglais vont dire glaze, ou les Allemands glaçour, et en français, en français de France, je veux dire, il y a toute une série de dénominations différentes. Mais je veux dire, le fin revêtement vitreux qui va recouvrir la pièce, eh bien, il y en aura un seul dans l'usine. D'accord.
Et nous, quand on travaille, on a souvent envie de travailler avec des terres différentes, des pâtes différentes, des revêtements vitreux, des émaux, des glaçures différents. Et là, ça se complexifie énormément. Donc, mettre ces procédés au point, même dans les manufactures, est le résultat de travail de recherche technologique qui ont souvent mis des années. Et c'est pas en 2 semaines que ça se fait. Et là, à l'œuvre, en tout cas, il y a des choses, toi tu vois, même dans tes étudiants et des personnes avec lesquelles qui s'intéressent à ce... Oui, de plus en plus. Ouais. De plus en plus, parce qu'effectivement, ça représente une grande économie et ça peut être aussi, je veux dire, quand on arrive à mettre au point et la pâte, et l'émail, et les courbes de cuisson également, et les courbes de refroidissement, cela peut être, comment dire, peut-être la base du travail aussi que l'on va vendre et pourquoi pas avoir d'autres recherches à côté. Alors, la bicuisson est plus facile, mais moins économique. Oui, parce qu'en fait, c'est minimum, sinon 2 cuissons, voire parfois 3. En général, c'est 2 cuissons. Alors après, on peut entrer dans des cuissons multiples également. Et je voudrais aussi qu'on aborde un autre truc, c'est la gestion un peu des déchets, tu vois. Parce que donc évidemment, c'est faire attention, comme tu me le dis, aux intrants. Donc j'imagine, par A plus B, quand on fait attention aux intrants, on fait aussi attention... Enfin, du coup, ça a un impact sur ce qui sort, donc ça, voilà. Mais parce que souvent, est-ce qu'il y a des choses dont on ne se rend pas compte qui finissent, malgré un peu nous, soit à l'enfouissement? Parce que la céramique, une fois qu'elle est cuite en fait. Une fois que la céramique est cuite, elle ne peut pas revenir à son état antérieur. Donc déjà, une chose pour laquelle je plaide quand on apprend, et particulièrement quand on apprend à tourner, c'est qu'on va créer énormément de pièces. Eh bien, s'il vous plaît, il ne faut pas tout cuire. Oui. Il ne faut pas tout cuire, il faut apprendre à être sélectif. Parce que sinon, effectivement, ça finira un jour ou l'autre dans une poubelle. Et donc, dans des déchets inertes, ça aura consommé de l'énergie, ça aura, qu'on le veuille ou non, envoyé aussi des gaz de cuisson dans l'atmosphère. Donc, c'est dommage. Le meilleur conseil qui m'a été donné à cet égard, c'est par mon premier professeur de tournage, qui m'a dit, écoute, tu choisis une forme, tu la reproduis, mais 150 fois. Et puis tu choisis les 20 meilleurs. Tu gardes tout sous plastique et puis tu choisis les 20 meilleurs. Les 130 autres, tu les recycles. Les 20 meilleurs, tu les tournasses. Donc ça veut dire que tu les épluches par l'extérieur, si vous voulez. C'est pour ceux qui ne connaissent pas le travail du tour. Et là, quand tu as terminé de les tournasser, tu gardes les 4 meilleurs. Et ceux-là, tu as le droit de les cuire. Et mon Dieu, ça a été un sacré bon conseil. Et donc là aussi, c'est une chose que je recommande à toutes les personnes qui donnent des cours, notamment de tournage, c'est de limiter ce que vous acceptez de cuire ou de dire peut-être, voilà, par cycle d'autant d'heures de cours, autant de pièces seront cuites. Ou vous pouvez apprendre aussi à mettre une limite et à expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, une fois que c'est cuit, ça ne peut, si ce n'est pas bon, que finir dans les déchets inertes, de fait. Après, il y a le problème de tous les déchets chimiques qui vont contenir notamment des oxydes autres que le fer. Le fer ne pose pas de problème. Mais à ce moment-là, que faut-il en faire? L'idéal, c'est d'essayer de les recycler par sorte d'émail. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les eaux de rinçage et récupérer les fonds. Et si on étiquette correctement et qu'on ne fait pas de mélange à ce moment-là, on peut récupérer les fonds dans le bain d'émail d'origine. D'accord. Ceux qui font de la céramique me comprendront. À partir du moment où on les mélange entre eux, ce que l'on peut faire, et qui est l'idéal, c'est d'essayer de récupérer cela dans un émail de reste. Pour que cela soit plus efficace, il faut les trier, c'est-à-dire garder plus ou moins les blancs et les transparents ensemble, les bleus ensemble, les verts ensemble, les bruns ensemble, parce que sinon on obtient de facto une espèce de bouillasse qui aura une couleur un peu cacadois, donc dont on ne pourra faire qu'un brun ou un noir. Mais quand on prend la peine effectivement de les trier, on peut les recycler assez facilement dans des émaux de reste. D'accord. Et s'il n'y a vraiment pas moyen de les récupérer dans un émail de reste, qu'on appelle d'ailleurs en France du jaja, d'accord. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas tellement d'autre choix que de les céramiser, c'est-à-dire de les faire cuire nous-mêmes pour les rendre inertes, ou de les porter dans les déchets chimiques spéciaux. Et ça, il faut voir en fonction de la région où vous habitez, si c'est possible ou pas, et s'il y a un vrai traitement qui suit après ces déchets. Dans l'industrie, ces déchets chimiques dangereux
doivent être traités par des usines qui sont dédiées à cela et que l'on paye cher et vilain pour le faire. Alors, ma question est toujours, quand c'est gratuit, est-ce que c'est vraiment retraité? Alors, comme je ne le sais pas, je préfère céramiser. Ouais. Tu parlais du tour, parce que donc toi tu pratiques aussi, donc tu fais des œuvres qui sont aussi très belles, que je vous invite à découvrir. Et au fur et à mesure de tes voyages et au contact de tous les maîtres que tu as pu rencontrer, notamment en Corée, et peut-être aussi, enfin en tout cas en Asie, tu vas nous raconter, mais tu as découvert peut-être une pratique du tour qui est un peu alternative aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ce que j'ai découvert, c'est les tours non motorisés. Alors, les tours non motorisés, ils ont été utilisés jusqu'à ce que la fée électricité apparaisse. Alors, peut-être que quelques tours mus par de l'énergie hydraulique ont existé dans certaines manufactures, mais à ce moment-là, ils devaient tourner très vite et à vitesse constante. Donc, j'ai eu l'occasion de tourner une première fois en Chine en 2004 sur un tour qui était un simple disque en plâtre dans lequel il y avait un trou. Il fallait l'actionner avec un bâton, le lancer. Donc ce tour tenait de manière horizontale une fois qu'il était lancé. Et il fallait façonner la pièce à la masse, au sommet d'un monticule de terre, en très très peu de temps. Et le tour, lui, se meuvait assez lentement. Donc il fallait avoir des gestes très précis et très assurés. Bon, c'était difficile. J'ai cassé un bâton d'ailleurs en essayant de faire cela. Et puis, au fur et à mesure de mes différentes participations à des résidences ou des festivals, d'abord au Japon, ensuite beaucoup en Corée, mais également en Thaïlande, en Malaisie aussi, j'ai eu l'occasion de réessayer d'utiliser ces tours à pied, particulièrement les petits tours à pied qu'on appelle des kick-wheels coréennes. Et c'est pas facile du tout à utiliser parce que dès qu'on arrête de le mouvoir avec le pied, le tour s'arrête. Et donc cela demande effectivement une coordination du haut et du bas du corps et pas seulement de la droite et de la gauche comme sur un tour électrique, mais ça demande une très grande assurance et une précision dans les gestes avec un tour qui fonctionne lentement. Et j'adore cela parce que ça fait travailler le souffle. Ça démultiplie encore la présence et la nécessité de la conscience de son axe alors que le corps est en mouvement. Ça nécessite un sérieux ancrage du corps aussi, mais du mental également. Et donc, pour moi, c'est le sommet de l'expérience du tournage. Et donc, je n'ai de cesse de le partager et j'ai baptisé cette approche, mais qui allie de la technique et de la philosophie. Je lui ai donné le nom de slow throwing. Alors, le nom, il m'est venu en anglais, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et donc, oui, je l'ai également fait reconnaître ce nom au niveau de l'INPI, parce que cette méthode, elle m'est tout à fait particulière, oui. Oui, c'est pas simplement la technique traditionnelle que tu as appris, c'est aussi une manière un peu plus... alors certains te disaient du coup que c'était un peu de la céramique en pleine conscience qui était pointée du doigt ici dans cette approche. C'est du coup comme un état un peu plus, pas méditatif, mais quelque chose qui... Et ça, toutes les personnes qui ont mis la main dans la terre le reconnaîtront, il se passe quand même quelque chose de très très fort. La terre te transforme. C'est toi, tu crois que tu transformes la terre. En fait, c'est la terre qui te transforme. Ça apporte un état, tu disais méditatif, c'est même un peu hypnotique. Et c'est une hypnose qui fait du bien. Ouais. Joël, est-ce que tu peux partager avec nous peut-être ta définition du beau? Parce que tu sais que donc, ce podcast s'appelle Où est le beau et que c'est un peu la tradition dans mes épisodes. Et je demande à tous mes invités de nous dire ce que représente le beau pour eux. D'abord, pour moi, le beau, j'ai découvert qu'il est éminemment culturel. J'ai eu une rencontre un peu particulière avec une céramiste qui m'a dit que chaque fois qu'elle allait dans un pays, elle se faisait faire des soins de beauté qu'elle faisait commander par la réceptionniste de l'hôtel en demandant « Commandez-moi la même chose que ce que vous feriez pour vous ». C'est assez extraordinaire parce que déjà là, on peut sentir que la beauté ou la séduction sont éminemment culturelles et que c'est le regard que l'on porte sur cela qui change. Donc, pour moi, la beauté, c'est plutôt une émotion.
Et c'est quelque chose qui peut être parfois très fugace, très éphémère. On peut aussi s'émerveiller de choses très différentes. Moi, j'ai parlé de mon mari chimiste. Lui, il va trouver qu'un paysage d'une industrie, c'est beau, c'est remarquable parce qu'il y voit la beauté du génie humain aussi qu'il y a là derrière. Alors que d'autres vont trouver que c'est absolument laid. Et donc, c'est très subjectif en fait, la beauté, et ça dépend du regard qu'on y met, et ça dépend donc de la culture dans laquelle on est né, et ça dépend même peut-être de la micro-classe sociale ou du micro-groupe auquel on appartient que de définir ce qui est beau ou pas. Et pour moi, là, tout à fait personnellement, j'aime l'unicité de chaque objet. Je suis en plein déménagement et je reprends dans les mains chacun des objets que j'ai achetés ou reçus. Chaque objet a une histoire et donc il est porteur de cette histoire. Et pour moi, c'est ça la beauté. C'est le souvenir des échanges que j'ai eus avec telle personne, de l'endroit où j'ai acheté l'objet. C'est vraiment ça la beauté. C'est aussi la trace et quelque part un peu d'une partie de ces gens-là, surtout quand donc là tu parles évidemment d'objets qui sont faits à la main. Oui. Et donc c'est marrant parce qu'aussi quand ton travail, tes pièces, c'est aussi un peu ça. On a l'impression que tu essaies un petit peu de nous permettre de nous évader pour modifier peut-être aussi un peu le réel par notre regard. Mon travail est vraiment une invitation à oser changer de regard, à oser changer nos perceptions. Toute chose, toute personne, toute situation peut être perçue de différentes manières. Si on arrive à percevoir plusieurs façons différentes, plusieurs possibilités différentes de percevoir une chose, une personne, une situation, eh bien, c'est là que réside notre liberté d'abord. Et cela va créer un autre réel. Et c'est là qu'on a une puissance infinie. Oui, donc c'est vraiment une invitation à oser des regards multiples. Mais c'est fort et c'est pour ça que voilà, je trouve que c'est rare de pouvoir rencontrer des personnes comme toi qui ont une harmonie aussi totale dans plusieurs facettes de leur travail, parce qu'il y a à la fois un côté très très créatif, très profond, et puis aussi très technique, très très terre à terre, très tu vois. Et donc ça, je trouve ça assez fascinant, honnêtement. Peut-être pour terminer cet épisode, Joëlle, est-ce que tu auras un message à faire passer aux jeunes ou alors aux céramistes apprenants ou aux personnes qui veulent se mettre à la céramique, tu vois, qui débutent ou qui sont fascinés mais qui savent pas trop, enfin voilà. Alors d'abord, faites-vous guider par quelqu'un qui vous accompagne. Je sais que beaucoup de personnes ont commencé la céramique pendant le confinement ou les confinements en solo parce qu'il n'y avait vraiment pas le choix et que ça leur a fait un bien fou. Mais rien ne peut remplacer un accompagnement. Et renseignez-vous peut-être aussi sur la formation de la personne qui va vous accompagner, histoire quand même d'être sûr que c'est quelqu'un qui ait un peu de bouteille et suffisamment d'expérience pour bien vous accompagner. Et puis, formez-vous, vraiment. Formez-vous parce que c'est un champ d'apprentissage qui est extraordinaire. C'est un champ qui m'a permis aussi, moi, de me relier profondément à la fois à toutes les personnes qui ont fait de la céramique avant moi dans une énorme chaîne qui vient depuis la préhistoire et de me relier aussi à beaucoup de mes contemporains qui vivent dans d'autres pays, dans d'autres conditions de vie. C'est un champ humainement qui est remarquable. Et je crois aussi que dans le monde dans lequel on vit, qui est de plus en plus digital, et bon Dieu, je suis bien de celle qui est très contente d'avoir découvert le digital et sa puissance, mais on a aussi besoin de contact avec le réel. Et ma foi, mais quoi de plus réel que de mettre les mains dans de la pâte céramique et puis de solidifier nos objets par le feu, et ils vont rester pérennes pendant quelques siècles. Plus longtemps qu'un gâteau, en tout cas. C'est pour ça que j'aime pas tellement de faire de la cuisine et que ça, je laisse à mon mari. Merci beaucoup, Joëlle. Merci, Hélène.